Bonjour. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Serge Haroche, qui est arrivé à l'ENS dans les années 60, d'abord comme élève, puis doctorant avec Claude Cohen-Tanucci. Et mis à part un an de postdoc à Stanford, Serge est resté à l'ENS jusqu'en 2014, où il a déménagé au Collège de France avec son équipe, tout en restant membre du LKB. Donc Serge a reçu bien sûr de nombreuses distinctions, dont le prix Nobel, qui était en fait il y a exactement 10 ans et un mois, jour pour jour. Et par ailleurs, il a été directeur de notre département, professeur à l'université, puis au Collège de France. Et il va nous parler des atomes de Rydberg, qui sont un fil conducteur de ses recherches depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Bon. Bien, vous m'entendez ? Merci beaucoup pour votre accueil. En fait, c'est la première fois que je parle dans cette salle, donc c'est mon grand retour au département de physique et à l'ENS. Comme Félix l'a dit, effectivement, pendant toute ma carrière, je me suis servi des atomes de Rydberg. J'ai été fasciné par le fait que ces atomes ont des propriétés très simples. Ce sont des atomes dont vous pouvez comprendre les propriétés de façon classique par de simples calculs d'ordre de grandeur. Malgré cela, ils ont une très grande importance en physique quantique. Ils manifestent, lorsqu'ils interagissent entre eux avec de la lumière, ils manifestent des effets quantiques intéressants. Et donc, ce sont des instruments extrêmement utiles pour faire ce qu'on appelle de l'information quantique, c'est-à-dire pour essayer d'exploiter les propriétés étranges de superposition d'états, d'intrication, pour accomplir des tâches que des systèmes plus macroscopiques ne peuvent pas accomplir. Donc, je vais vous en parler. Comme vous allez le voir, les diapos sont en anglais. Je vais parler en français. Je pense que ça facilitera les choses pour ceux dont le français n'est pas la langue maternelle. Qu'est-ce que je voulais rappeler pour commencer, c'est évidemment ces atomes possèdent des propriétés très exagérées par rapport aux atomes ordinaires. Et en particulier, ils interagissent de façon très, très forte avec des micro-ondes. Donc ça, c'est la première partie de mon exposé. Je parlerai de ces interactions atomes de Rydberg, photons, micro-ondes pour l'information quantique. Et ils interagissent également de façon extrêmement forte entre eux. Ils s'influencent entre eux à des distances qui vont jusqu'à la dizaine, la quinzaine de microns, c'est-à-dire des distances qui sont 4 à 5 fois d'ordre de grandeur plus grandes que les interactions habituelles entre atomes. Et ça a également donc des conséquences intéressantes pour ce type de physique, ce qu'on appelle la science de l'information quantique. Avant de vous parler des atomes de Rydberg, je vais essayer de situer ce domaine en rappelant ce qu'on attend. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une seconde révolution quantique ? Ce qu'on cherche à faire, évidemment, on sait depuis 100 ans que la physique quantique est essentielle pour comprendre le monde autour de nous, mais la première révolution quantique a consisté à exploiter les propriétés d'ensemble de particules quantiques pour fabriquer, par exemple, des horloges atomiques, faire de la résonance magnétique nucléaire et de l'IRM, le GPS, les lasers. Tous ces instruments utilisent le quantique au niveau macroscopique. Ce qu'on cherche à faire maintenant, puisqu'on a appris à manipuler des systèmes quantiques isolés, c'est à mettre en évidence directement les superpositions d'états, l'intrication, pour essayer de trouver des applications intéressantes. Parmi ces applications, celle que je citerai en premier, c'est la métrologie quantique. Essayer d'exploiter la fragilité des systèmes quantiques, et en particulier des interférences quantiques, pour détecter des tout petits effets. Et il y a un domaine où c'est absolument spectaculaire. Depuis une vingtaine d'années, les horloges atomiques, en particulier les horloges atomiques basées sur les fréquences de résonance optique des atomes, ont atteint des précisions phénoménales et elles exploitent des phénomènes quantiques fondamentaux. Le deuxième domaine, c'est la communication quantique, le fait que deux particules qui ont été intriquées, qui se trouvent à des très grandes distances arbitraires l'une de l'autre, manifestent des corrélations qui ne s'expliquent pas classiquement. Donc cet aspect-là, qui peut être utilisé pour la communication. Des expériences ont été faites d'intrication entre le sol et des satellites et des communications à grande distance. Ça a été évidemment popularisé, en particulier cette année, avec le prix Nobel de physique attribué à Alain Aspect, Anton Zeilinger et l'Américain dont le nom m'échappe, Klaus. Et donc, voilà, c'est le deuxième aspect. Le troisième, c'est la simulation quantique, le fait qu'on peut maintenant fabriquer de façon
des systèmes artificiels où les atomes interagissent entre eux de façon contrôlée. Et c'est le domaine dont je vais parler essentiellement aujourd'hui dans la deuxième partie de mon exposé, en exploitant les propriétés des atomes de Rydberg. Mais il y a d'autres systèmes dans lesquels ceci est également réalisé. Et enfin, le dernier domaine, qui est sans doute le plus populaire pour le grand public, c'est le fameux ordinateur quantique qui mettrait en jeu ces effets à l'échelle macroscopique, combinant entre eux des milliers, voire des millions de bits quantiques pour faire des calculs, exploiter des algorithmes qui rendraient les machines beaucoup plus puissantes que les machines actuelles. Alors ce domaine-là reste encore du domaine de l'utopie parce que les problèmes de décohérence sont très très loin d'avoir été réglés, et donc je ne parlerai pas de l'ordinateur quantique, bien que les atomes de Rydberg constituent actuellement une plateforme, comme on dit, qui est certainement compétitive avec les autres dans ce domaine. Alors, quelles sont précisément ces plateformes? Qu'est-ce qu'on essaie d'exploiter comme ce qu'on appelle bits quantiques ou qubits? Il y a d'abord des atomes froids dans des réseaux optiques. On fabrique par interférence entre des lasers une structure qui présente des maxima et des minima de potentiel, et les atomes sont piégés dans les minima de potentiel, et on fabrique des réseaux réguliers d'atomes ultra froids que l'on peut faire interagir entre eux en variant la hauteur des puits de potentiel, par exemple, et j'en dirai quelques mots. Les ions piégés, donc des ions qui sont piégés par une structure d'électrodes convenable, qui sont attirés au centre du piège par des forces électromagnétiques et qui se repoussent par la force de Coulomb, et donc il y a un régime d'équilibre. Ces ions présentent des oscillations, des modes de vibration communs, et étant tous couplés au même mode de vibration, on peut, à l'aide de lasers convenablement agencés, les coupler entre eux, les faire interagir, et c'est également une plateforme très étudiée actuellement pour faire de l'information quantique. Les photons, en principe, n'interagissent pas entre eux, mais lorsqu'ils se propagent dans un milieu non linéaire, il y a des interactions. Comme les milieux non linéaires auxquels on peut penser, d'abord, ce sont des atomes ou des cristaux non linéaires, et de belles expériences sont faites dans ce domaine, et il y a donc toute une partie de cette information quantique qui se fait avec de la lumière. On a également les centres NV dans le diamant. Dans un réseau, il peut y avoir un défaut, un atome de carbone qui manque, un atome d'azote qui le remplace, et donc ces défauts présentent des niveaux d'énergie discrets et peuvent servir d'émetteurs de photons uniques. On peut coupler ces centres entre eux et également faire de l'information quantique avec ça. Il y a les boîtes quantiques, donc des électrons piégés dans des structures solides qui ont également des niveaux d'énergie discrets et qui peuvent constituer des qubits. Il y a les supraconducteurs, c'est-à-dire des circuits, des jonctions Josephson insérées dans des circuits supraconducteurs qui présentent également des niveaux discrets. On peut isoler deux niveaux et faire de chacune de ces jonctions un qubit, faire interagir ces qubits entre eux. C'est un domaine extrêmement actif, en particulier pour la fameuse recherche sur l'ordinateur quantique. Je peux également citer des polaritons dans des semi-conducteurs. Et puis, il y a les atomes de Rydberg interagissant avec des photons dans une cavité ou interagissant entre eux. Et je vais donc centrer cet exposé sur ce dernier exemple. Alors d'abord un bref rappel sur l'histoire des atomes de Rydberg. Ils tiennent leur nom du physicien suédois Rydberg, qui a donné le premier la formule, c'est une formule empirique qui donne le niveau d'énergie très excité des atomes. Ils sont devenus intéressants en physique atomique lorsqu'on a pu les exciter avec des lasers. Donc le principe, c'est qu'on promeut un électron de valence dans un atome, par exemple de rubidium ou de sodium, sur une orbite de très très grande dimension par rapport à la taille de l'atome. Et donc on a un système hydrogénoïde dans lequel un électron gravite autour d'un cœur constitué, un cœur ionique constitué ayant une charge unique. La formule de Rydberg s'applique pour ces niveaux. C'est la fameuse formule hydrogénoïde. Les niveaux d'énergie varient comme l'inverse du nom quantique principal au carré, avec une petite correction, delta, qui est un défaut quantique, qui est simplement lié au fait que l'électron n'interagit pas avec une simple charge ponctuelle, mais avec un cœur qui a une structure, et lorsque l'électron rentre dans cette structure, les niveaux d'énergie, les fonctions d'onde sont légèrement modifiés. On peut dire que delta, c'est un peu comme un indice de réfraction pour l'onde de De Broglie atomique, et cet indice, on va le retrouver plus loin, et il joue un rôle important dans certaines expériences. Donc, les nombres quantiques peuvent être variés de façon en principe indéfinie, mais je vais vous parler d'expériences qui sont faites avec des nombres quantiques compris entre 50 et 100. Et donc déjà à ce niveau-là, les propriétés physiques
sont exacerbées dans des proportions considérables. C'est un système donc, qui ressemble à l'hydrogène, qui a une très grande taille, qui a une très grande longue durée de vie. Cet électron étant très loin du noyau, a une accélération faible et rayonne beaucoup moins que les électrons sur des orbites profondes. Et il est très fortement couplé aux micro-ondes et très sensible aux interactions entre atomes de Rydberg également. Cette histoire a commencé bien avant les lasers. Donc je vous rappelle ici quelques étapes. D'abord, la fameuse formule de Rydberg établie de façon phénoménologique à la fin du XIXe siècle. Le fait que cette formule a été essentielle pour Bohr, c'est à partir de cette formule qu'il a élaboré sa première théorie modèle planétaire de l'atome en 1913. Et il a retrouvé donc la formule de Rydberg à partir de considérations sur la quantification du moment angulaire de l'électron autour du noyau. Dans les années 1930, Fermi, à une époque où il s'intéressait à la physique atomique avant qu'il ne fasse de la physique nucléaire, avait fait des expériences de spectroscopie où il avait étudié le spectre d'atomes alcalins en présence de gaz rares. C'est-à-dire que dans sa cellule, il y avait une pression de gaz rares, hélium, néon, xénon, et il excitait des atomes alcalins dans cette atmosphère. Et il a constaté que les raies spectrales étaient déplacées, et il l'a interprété comme un effet d'indice de réfraction, précisément disant que l'atome était tellement grand qu'il y avait des atomes de gaz rares à l'intérieur de l'orbite atomique et que ça modifiait donc les propriétés. Il ne parlait pas d'indice, mais il parlait de longueur de diffusion. C'est lui qui a introduit cette notion de longueur de diffusion, qui a ensuite joué un rôle essentiel en physique nucléaire et dans la physique atomique des gaz ultra froids. Et c'est en lisant ces papiers dans les années 60, un de mes collègues, quand j'étais en postdoc à Stanford, qui m'a parlé de ce papier, que j'ai commencé à m'intéresser à ces atomes et me dire que si on pouvait les exciter par laser, on pourrait faire des choses intéressantes. Un autre précurseur de l'époque des lasers, ça a été l'astrophysique. On a détecté, avec des télescopes micro-ondes, du rayonnement provenant d'atomes de Rydberg dans l'espace interstellaire. Ça se produit lorsque un ion capture un électron. Il le capture sur une orbite extrêmement excitée et l'atome cascade vers des niveaux de plus en plus profonds en émettant des micro-ondes. Ces micro-ondes sont caractéristiques de l'élément à cause de l'effet d'entraînement du noyau. C'est-à-dire qu'un atome de Rydberg de n données va avoir des fréquences légèrement différentes suivant qu'il s'agisse d'hélium, d'hydrogène ou de carbone à cause de la masse réduite, l'effet de masse réduite. Et donc on peut déterminer de cette façon-là l'importance, enfin le nombre, la densité d'atomes de différents éléments dans l'espace. Et donc c'est un élément important en astronomie. En ce qui concerne la physique atomique, ces expériences ont commencé dans les années 70, lorsqu'on a disposé de lasers suffisamment puissants et précis pour explorer ces états de Rydberg. Donc, en général, l'expérience consiste à passer de l'état fondamental à l'état de résonance avec un premier laser, en général dans le visible. Par exemple, c'est un laser de lumière jaune dans le cas du sodium. Et puis, à partir du niveau 3P, d'un laser dans le bleu ou dans l'ultraviolet, on va vers les niveaux de Rydberg. Alors, il faut des lasers puissants parce que la transition entre le 3P et les niveaux de Rydberg a une force oscillateur faible, et il faut des lasers de fréquence extrêmement réduite, de largeur de raie extrêmement réduite, de façon à atteindre sélectivement un niveau. Donc, ces expériences ont commencé à se développer à ce moment-là. À l'aide de l'excitation laser à 2 ou 3 photons, on atteint des niveaux de faible moment angulaire, puisque chaque photon ne peut apporter qu'une unité de moment angulaire à l'atome. Donc on atteint ce qu'on appelle en spectroscopie le niveau S, qui correspond à L égale 0, P L égale 1, D L égale 2, ou F L égale 3. Si on veut aller vers des niveaux de moment angulaire plus élevés, il faut effectuer des transitions entre les niveaux de Rydberg entre eux, et ce sont des transitions de radiofréquence ou de micro-ondes. Et donc les premières expériences que j'avais faites avec mon groupe dans les années 70 consistaient à explorer le spectre micro-ondes de ces atomes. Je l'ai fait ici donc au département de physique, et c'était une collaboration fructueuse avec un groupe de physique de la matière condensée, physique des solides, Philippe Goua, qui est un grand spécialiste des sources de rayonnement micro-ondes, s'est joint à notre groupe, et on a pendant une dizaine d'années une collaboration très fructueuse là-dessus. Si on veut aller maintenant vers des niveaux encore plus de L encore plus élevés, on atteint à la fin le niveau extrême, celui qui a le plus grand moment angulaire, qui est l'atome de Rydberg circulaire. C'est vraiment l'atome de la théorie de Bohr, dans lequel l'électron gravite sur un cercle autour du noyau.
Et c'est vraiment l'atome le plus simple que l'on puisse penser, puisque la description planétaire classique de cet atome permet de déterminer les ordres de grandeur de façon très, très précise. Alors ici, je rappelle les propriétés exagérées de ces atomes en les comparant à ce qui se passe sur des atomes de faible excitation. Lorsque n est égal à 1, 2 ou 3, eh bien, comme on le sait, ces paramètres prennent des valeurs caractéristiques typiques. La taille de l'atome est de l'ordre d'un angstrom, et elle va augmenter en n au carré. La durée de vie radiative des premiers niveaux excités est très faible parce que l'accélération d'un électron qui est très près du noyau est grande. Elle est typiquement de l'ordre d'une dizaine de nanosecondes, j'ai pris 10-8 secondes. L'espace entre des niveaux correspondant à des niveaux de delta n égale à 1 tombe dans le domaine optique, ce qui explique que le spectre des atomes est un spectre de lumière visible ou proche infrarouge. Et la force de Van der Waals, qui va nous intéresser, le couplage entre atomes à relativement grande distance, pour des atomes dans des états profonds, est typiquement de l'ordre de quelques dizaines de mégahertz à des distances qui ne dépassent pas le nanomètre. Mais, comme on va le voir, cette force de Van der Waals croît de façon extrêmement rapide avec le nombre quantique principal, en fait comme la 11e puissance de n, et vous allez voir que ça va conduire à des ordres de grandeur gigantesques. D'abord, la taille des atomes devient non plus l'angstrom, mais le micron, pour n égale 100. La durée de vie radiative devient également très longue, parce que l'accélération est plus faible. Sur des niveaux de faible moment angulaire, elle est typiquement de 100 microsecondes, et elle est encore relativement courte, parce que ce sont des orbites elliptiques, et lorsque l'électron passe au voisinage du noyau, il est fortement accéléré et c'est là qu'il rayonne, c'est une espèce de Bremsstrahlung. Par contre, si vous préparez un atome dans l'état circulaire, pour n égale 100, la durée de vie atteint 1 seconde. Et on va voir qu'il y a des méthodes pour la rendre encore plus longue. Donc on fabrique quasiment des états atomiques stables de très grande dimension. Les fréquences de transition diminuent et elles tombent dans le domaine des micro-ondes, comme j'ai déjà dit, donc très fort couplage au micro-ondes. Et finalement, le facteur n puissance 11 fait que ces quelques dizaines de mégahertz sont maintenant atteints non pas à des distances de 1 nanomètre, mais à des distances qui peuvent atteindre 10 microns, malgré le fait que l'interaction décroît très vite en r puissance 6. C'est le n puissance 11 qui fait qu'on peut, lorsqu'on passe de n de l'ordre de 2 ou 3 à n égale 100, on atteint une augmentation dans la distance sur laquelle ces atomes peuvent se parler et échanger de l'information quantique à des distances considérables. Alors, quelques mots sur l'atome de Hilbert circulaire. La fonction d'onde, l'orbital, c'est un tor qui a un rayon proportionnel à n au carré autour du noyau. Donc, c'est l'état qui a le nombre quantique maximum, le plus grand nombre quantique, le plus grand moment angulaire compatible avec la valeur de n. Et en fait, on peut l'interpréter, la quantification s'exprime de façon extrêmement simple en disant qu'on a une onde de De Broglie qui tourne autour du noyau. Et le nombre quantique principal n'a rien d'autre que le nombre de longueurs d'onde le long de la circonférence, à un près, je crois que c'est n-1 en fait. Et c'est un peu, on retrouve comme ça la théorie de Bohr, qui elle était basée sur une considération de moment angulaire, ici sur une simple considération de résonance d'une onde sur un cercle. Et pour préparer ces atomes, donc la personne qui a fait les premières expériences, c'est Dan Kleppner à MIT, on commence par exciter sur un niveau de faible moment angulaire, et ensuite on applique une radiofréquence polarisée circulairement qui fait gagner à chaque absorption d'un photon de radiofréquence une unité de moment angulaire jusqu'à ce qu'on atteigne l'état maximum. Alors c'est assez délicat, il faut le faire utiliser un processus adiabatique qui amène continuellement vers cet état circulaire, mais on sait très bien faire ça. Alors je vais dire quelques mots sur les expériences que nous avons faites dans les années 90 et 2000 en exploitant le très fort couplage des atomes au micro-ondes. Donc on a deux types de montage. D'abord, il faut, si on voulait faire interagir avec des photons en exploitant la très grande durée de vie de ces atomes, il faut également que le photon ait une très grande durée de vie, et donc on le piège dans une cavité dont les miroirs sont supraconducteurs. Donc on a des cavités qui permettent de maintenir le photon pendant un temps de l'ordre d'un dixième de seconde, qui est l'ordre de grandeur de la durée de vie des atomes. Donc on a vraiment deux systèmes très fortement couplés et qui ont une durée de vie qui, à l'échelle atomique, est extrêmement longue, ce qui correspond à des milliers, voire des millions d'interactions, de temps d'interaction entre les deux systèmes. La vitesse des atomes est sélectionnée. Dans le processus d'excitation vers le niveau de Rydberg, on utilise l'effet Doppler pour n'exciter qu'une classe de vitesse, et donc on a des atomes qui traversent la cavité pendant un temps bien précis, de l'ordre de 100 microsecondes.
On a, au cours des années 2000, amélioré encore ce montage en le rendant vertical. Donc là, maintenant, la cavité a un axe horizontal, et on a des atomes froids qui sont refroidis par laser sous la cavité, et à l'aide d'une impulsion laser, on pousse les atomes vers le haut, et donc on atteint, les atomes ont maintenant une vitesse de l'ordre de quelques mètres par seconde seulement, et donc ils traversent la cavité en un temps beaucoup plus long, de l'ordre de la milliseconde, et on allonge encore donc le temps d'interaction entre les deux systèmes. Alors, simplement sur la diapositive suivante, je montre les progrès. En 1996, on avait donc ce jet horizontal et on voyait ce qu'on appelle l'oscillation de Rabi. Alors, qu'est-ce que c'est? On fait rentrer dans la cavité un atome dans un niveau de n donné et on accorde la cavité pour qu'elle soit résonante sur la transition entre le niveau n et le niveau n-1. Le niveau n, on va l'appeler E, et le niveau n-1, G. Et donc, le système va osciller entre ces deux niveaux. C'est-à-dire que l'atome va émettre un photon, puis, si l'interaction dure suffisamment, le réabsorber et le réémettre. Et en interrompant l'interaction à des temps prédéterminés et en moyennant sur un très grand nombre de réalisations, on peut mesurer la probabilité pour que l'atome se trouve dans E ou dans G en fonction du temps. Et on observe cette oscillation de Rabi qui s'amortit parce qu'il y a des processus de décohérence. Mais cette oscillation manifeste le caractère cohérent quantique de l'interaction entre les deux systèmes. Lorsque on passe à la cavité verticale, vous voyez qu'on multiplie par 4 ou 5 le nombre d'oscillations de Rabi parce que l'interaction dure beaucoup plus longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette oscillation de Rabi? C'est un échange périodique entre les états circulaires n et n-1. Et si on l'interrompt à l'endroit où les probabilités de se trouver dans E et dans G sont égales, eh bien, on prépare en fait une superposition de l'état dans lequel l'atome est excité en présence du vide, sans photon, et l'atome est dans le niveau inférieur en présence d'un photon. Et cette superposition d'états est cohérente au sens de la physique quantique, et elle réalise ce qu'on appelle de l'intrication. C'est-à-dire qu'on sait avec une probabilité de 50% que l'atome est dans E ou dans G, que le champ a 0 ou 1 photon, mais ces probabilités sont corrélées entre elles, et elles le restent, même si l'atome sort de la cavité et l'atome restent corrélés, en principe, quelle que soit la distance entre les deux systèmes. Et donc, on peut réaliser ainsi une intrication entre l'atome et le photon, le champ. Si on envoie ensuite un autre atome, cet atome peut absorber le photon et on transforme l'intrication atome-champ en intrication atome-atome. On peut le faire avec plus d'atomes, intriquer des systèmes de plus en plus compliqués, et on réalise ainsi des étapes élémentaires d'information quantique. Parce qu'on peut on peut montrer que si deux systèmes interagissent et s'intriquent entre eux, on peut, par une transformation très simple, transformation unitaire, c'est-à-dire une opération sur chacune des deux parties du système, transformer ce phénomène dans ce qu'on appelle une porte quantique, c'est-à-dire un système dans lequel un des éléments, un des qubits, contrôle une transformation unitaire sur l'autre qubit en réalisant de l'intrication. Et ces portes quantiques qui réalisent ces opérations conditionnelles, ce sont les éléments de ce qui pourrait un jour constituer un ordinateur quantique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fonctionne un peu comme des portes classiques 0 ou 1, à ceci près qu'on peut fabriquer les superpositions de 0 et de 1 arbitraires et intriquer entre les qubits de cette façon. Donc on a démontré tout ça, on a fait beaucoup d'autres choses, mais je voudrais consacrer l'essentiel de l'exposé à la deuxième partie qui va concerner les interactions des atomes de Rydberg entre eux. En fait, ça a été une espèce de renaissance de la physique des atomes de Rydberg. Depuis une vingtaine d'années, on a imaginé des méthodes permettant d'utiliser cette très forte interaction pour fabriquer des portes quantiques et bien d'autres choses, comme je vais essayer de vous l'exposer maintenant. Alors, la situation la plus simple qu'on peut envisager, c'est deux atomes de Rydberg à une distance bien définie, l'un de l'autre. Comment est-ce qu'ils interagissent? Éventuellement, on a un champ électrique qui permet d'accorder de façon fine la position des niveaux d'énergie. Comment est-ce qu'ils interagissent? Ils interagissent par une interaction dipôle-dipôle, produit des dipôles des deux atomes, inversement proportionnel au cube de la distance. Donc ça, c'est un terme d'interaction parfaitement classique, interaction de deux dipôles. Ce qui se passe physiquement, c'est que chacun des deux dipôles est en moyenne nulle, mais présente des fluctuations. Et par l'intermédiaire de ce couplage, les fluctuations d'un des dipôles se corrèlent aux fluctuations de l'autre, et ça crée un couplage entre les deux. Ce couplage est en général un couplage au second ordre. Pourquoi? Parce que si vous avez deux atomes excités, il faut voir à quel niveau ce doublet d'atomes excités est couplé. Et en général, il est couplé à d'autres niveaux de Rydberg voisins, mais qui n'ont pas exactement la même énergie.
Et lorsque vous couplez des niveaux qui n'ont pas la même énergie, la théorie des perturbations vous dit que le couplage fait intervenir le carré de cette interaction divisé par le défaut d'énergie, la différence d'énergie entre les niveaux. Vous voyez que chacun de ces dipôles chacun de ces termes d'interaction est en N4. C'est le produit de deux dipôles qui sont en N2. N4 au carré, c'est N8. La distance entre les niveaux diminue en 1 sur N3. Donc vous avez N8 que multiplie N3. Vous avez donc un effet en N puissance 11. C'est ce qui explique l'exacerbation extraordinaire de l'interaction entre ces atomes. Alors il y a deux types d'interactions qu'on peut considérer. Cette interaction au deuxième ordre dont je vous ai parlé, qui indique que si vous excitez deux atomes dans les niveaux de Rydberg, ils vont en général avoir l'énergie va être un peu plus grande ou un peu plus petite que ce qu'elle serait en absence de cette interaction, par un terme qui est en N11 sur R6. Alors, cette interaction peut être positive ou négative. Les niveaux vont se repousser si le niveau auquel ils sont couplés est un peu plus bas, et elle va être attractive si le niveau auquel ils sont couplés est un peu plus haut. Donc on peut choisir, suivant la variété à laquelle on s'intéresse, d'avoir une interaction attractive ou répulsive. Donc là, c'est un premier type d'interaction. Maintenant, il peut se trouver également, en particulier si on accorde de façon fine la position des niveaux d'énergie à l'aide d'un champ électrique qui va déplacer les niveaux, créer une situation où les deux atomes excités ont exactement la même énergie qu'un autre couple d'atomes excités. Et à ce moment-là, l'interaction va agir au premier ordre et on va avoir une oscillation de Rabi entre les deux étés en question. C'est ce qu'on appelle une résonance de Forster. Elle est accordable. En général, il faut appliquer un petit champ électrique ou magnétique pour l'accorder. Ça dépend un peu de la zoologie des niveaux de Rydberg, mais de très belles expériences ont été faites sur ces interactions au premier ordre. Néanmoins, comme je ne vais pas avoir assez de temps, je vais me limiter aux interactions de Van der Waals au deuxième ordre, en rappelant que cette interaction peut être attractive ou répulsive, dépendant de la configuration d'énergie des niveaux de Rydberg. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les étapes qu'il faut accomplir si on veut se servir de ça? Il faut d'abord savoir comment exciter ces atomes de façon bien précise dans les niveaux de Rydberg. Il faut arriver à les garder à une distance fixe l'un de l'autre, parce que s'ils se mettent à bouger, une interaction en 1 sur R6 va noyer les phénomènes immédiatement, par simplement le fait qu'elle dépend tellement vite de la distance. Il faut savoir les détecter, c'est-à-dire savoir si l'atome est dans le niveau de Rydberg ou non. Et il faut éventuellement accorder l'interaction en appliquant des champs électriques ou magnétiques qui réalisent les conditions de résonance ou non. Alors, voyons un petit peu ces différentes étapes. D'abord, comment est-ce qu'on prépare ces atomes? On part de l'état fondamental et on les excite. Il faut 2 photons laser. Et en général, on a un premier photon qui excite, qui est voisin de la transition de résonance. Là, je montre ce qui se passe dans le cas de l'atome de rubidium. N est égal à 5. Et un deuxième photon qui, en général, tombe dans le bleu, qui permet d'atteindre le niveau de Rydberg. Alors, on maintient un désaccord de fréquence avec le premier niveau parce qu'on ne veut pas perturber le système en excitant de façon intermédiaire le niveau 5P qui va se mettre à rayonner, qui va complètement perturber le système simple que l'on veut réaliser. On veut en fait réaliser un système à 2 niveaux où le système va osciller entre cet état-là, l'état que je vais appeler G, et l'état R, l'état de Rydberg. Et on va pouvoir ensuite assimiler ces 2 états à un spin up et un spin down et faire des analogies avec une physique des spins, avec le modèle d'Ising, avec des systèmes qui sont bien connus en physique du solide. Alors, en fait, comment est-ce qu'on détecte? La détection est extrêmement simple. Si on veut, l'état fondamental, on le détecte en appliquant, on détecte l'état fondamental en appliquant un faisceau-sonde qui excite de façon résonante la transition vers le premier niveau. À ce moment-là, l'atome, dans le niveau excité, va émettre un photon. Il va retomber l'état fondamental, le laser va réexciter et on va avoir un cycle de pompage qui fait qu'un atome va rayonner des milliers de photons par seconde, des millions de photons par seconde, puisque la durée de vie est très courte, qu'on va détecter avec un simple microscope. Et donc, un atome dans l'état fondamental, quand il est excité par cette lumière de résonance, va donner une tache, va donner un point brillant. Par contre, si l'atome est dans le niveau de Rydberg, il n'interagit pas avec cette lumière, et donc on a l'absence de rayonnement. Donc on détecte les atomes par la perte des atomes, le fait que les atomes ne sont plus dans l'état fondamental. Ensuite, on applique, donc pour montrer que l'excitation cohérente se produit, on applique pendant un temps donné ces 2 lasers, et en fonction du temps,
on voit une oscillation de Rabi. Alors, pour voir l'oscillation de Rabi, qu'est-ce qu'on fait? On interrompt à un instant donné, on applique cette lumière sonde, ce faisceau laser sonde, et on détecte le niveau de fluorescence. Et on voit que le niveau de fluorescence, suivant le délai, varie. Alors là, en fait, ce n'est pas le niveau de fluorescence qu'on monte, c'est l'absence de fluorescence qui augmente jusqu'au moment où les atomes étant au niveau de Rydberg ne fluorescent plus, et puis ça recommence. Et donc on a une oscillation de Rabi qui est du même type que celle que j'ai décrite avant, sauf qu'elle se produit là dans le champ laser intense qui excite cet atome de Rydberg dans les niveaux excités. Un détail, la fréquence de Rabi maintenant n'est plus une fréquence simple parce que le processus est à 2 photons, donc la fréquence de Rabi est le produit des fréquences de Rabi correspondant à la transition de 5S à 5P, de 5P à 5D, divisé par le désaccord de fréquence. C'est encore une théorie des perturbations au 2e ordre. Et il faut également tenir compte du fait que l'excitation non résonante par les lasers déplace les niveaux d'énergie d'une quantité qui dépend de l'intensité des lasers, donc il y a une correction dont il faut tenir compte pour calculer le vrai désaccord de cette transition avec la transition atomique. Ça, ce sont des détails qui ne sont pas importants pour comprendre vraiment ce qui se passe. Alors, comment est-ce qu'on est sûr qu'on a un atome à un endroit donné? On réalise ce qu'on appelle une pince optique. Alors, ces pinces optiques, c'est vraiment un instrument essentiel dans la physique des atomes froids et en général même en biologie. Ces pinces optiques, elles marchent aussi bien pour de la matière beaucoup plus macroscopique, si je veux dire, qu'un atome. On peut se servir de pinces optiques pour manipuler des cellules et des molécules organiques. En fait, elles exploitent le fait qu'un laser non résonant induit un dipôle sur l'atome, dans le cas particulier, et ce dipôle, et si vous avez un gradient de champ électrique, ce dipôle observe, sur ce dipôle, il s'exerce une force qui dépend du dipôle et du gradient du champ électrique. Les 2 extrémités du dipôle voient des champs légèrement différents, et donc elles sont poussées dans ce champ. Et en fait, on peut montrer que si la fréquence du laser est inférieure à la fréquence de la transition atomique, cette force dipolaire pousse les atomes vers les champs intenses. C'est-à-dire que si vous focalisez un faisceau laser, les atomes vont avoir tendance à venir s'agglutiner au foyer du faisceau. Et c'est exactement ce que réalise une pince optique. Vous voyez que vous avez ici un laser qui est réfléchi vers la cellule qui contient les atomes. Vous avez une lentille qui concentre la lumière au foyer. Au départ, vous avez des atomes froids qui sont réalisés par refroidissement laser avec des atomes qui les refroidissent dans toutes les directions. Et si un atome se trouve à l'endroit de la pince, il va être piégé. Et même si vous éteignez ensuite et laissez les autres atomes partir, cet atome-là va rester piégé au foyer dans cette pince optique. Alors, on le voit très bien sur ce signal. Comment est-ce qu'on peut le voir? On envoie un laser sonde qui résonnant avec la raie de fluorescence et on collecte la lumière de fluorescence à l'aide d'une lame séparatrice vers une caméra. Et vous voyez que la caméra présente, s'il n'y a pas d'atome, vous avez un simple fond voisin de 0. Et puis lorsqu'un atome arrive dans le piège, le signal monte. Lorsque l'atome sort du piège sous l'effet de collision ou d'un phénomène quelconque, le signal redescend à 0. Et vous voyez qu'on peut discriminer très bien, savoir si on a 0 ou un atome. Alors une caractéristique intéressante de ce piège, c'est qu'il ne peut contenir, lorsqu'on le détecte de cette façon-là, il ne peut contenir que 0 ou un atome. Si vous avez 2 atomes, eh bien, la lumière qui excite le système pour le détecter va apporter de l'énergie au système et l'énergie cinétique correspondante va faire que les 2 atomes vont sortir du piège. C'est ce qu'on appelle des collisions assistées par laser. Et donc, de façon systématique, ce genre de piège ne peut contenir qu'un nombre pair d'atomes. Et s'il contient un atome, on le voit. S'il contient 2 atomes, les 2 atomes sont expulsés. S'il contient 3 atomes, 2 atomes vont être expulsés, il n'en restera qu'un. Donc en fait, on compte avec ce piège la parité du nombre d'atomes qui se trouvent dans le piège. Et les atomes peuvent rester dans le piège pendant un temps qui est supérieur largement, qui peut atteindre plusieurs secondes. Ça dépend du vide résiduel dans le système. Donc c'est un moyen de piéger des atomes individuels. On peut ensuite déplacer cette pince optique et donc amener l'atome d'un point à un autre. Et de très belles expériences de ce genre ont été faites. En particulier, ces expériences ont été... un des pionniers dans cette expérience a été Philippe Granger à l'Institut d'optique à Orsay. Et donc vous voyez que ça a commencé dès le début des années 2000. Donc c'est une façon
d'avoir une source atomique unique, d'atomes uniques, mais non déterministe. C'est-à-dire qu'a priori, on ne sait pas, lorsqu'on prépare ça, si on va avoir 0 ou un atome dans le piège. Et donc 50% du temps, on a 0 atome, 50% du temps, on a un atome. Alors, maintenant, on va commencer à utiliser ce genre de système pour faire interagir des atomes entre eux et comprendre de façon quantitative, analyser de façon quantitative ce qui se passe quand on a deux atomes. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on peut réaliser deux pièges. Il suffit d'avoir deux faisceaux lumineux qui font un tout petit angle et on va les focaliser à une distance variable qu'on peut contrôler en faisant varier cet angle entre 0 et quelques dizaines de microns. Et on a une situation donc où on a deux atomes, on a deux sites A et B maintenus à une distance fixe, deux pièges maintenus à une distance fixe R qui varie de quelques microns. Alors si vous faites l'expérience une fois, la moitié du temps, vous allez avoir un atome à gauche ou un atome à droite. Un quart du temps, vous n'aurez aucun atome, et un quart du temps, vous allez exciter les deux atomes. Et évidemment, c'est la situation où il y a deux atomes qui va nous intéresser. Mais considérons d'abord ce qui se passe quand il y a un seul atome. Alors c'est très clair, on part de l'état fondamental, et l'excitation laser, avec cette fréquence de Rabi effective oméga, va le porter dans l'état excité, avec une largeur d'excitation qui est proportionnelle à oméga. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si on a deux atomes et si le faisceau laser qui les excite a un diamètre beaucoup plus grand que la distance entre les atomes? Les deux atomes sont excités de façon symétrique par le faisceau laser. Eh bien, pour le premier, pour aller porter l'excitation à un seul atome excité, la même chose se produit. On a un atome dans R, un atome dans G. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe pour le deuxième? Si on veut monter aux deux atomes dans le niveau R, il va falloir tenir compte du fait que ces deux états dans le niveau R sont déplacés par l'interaction de Van der Waals. Et j'ai pris ici le cas où cette interaction de Van der Waals est répulsive. Vous voyez que l'énergie augmente lorsque la distance des deux atomes diminue, et elle augmente très vite en 1 sur R6. Donc vous voyez que l'absorption du deuxième photon, en fait c'est un doublet de photons dans le cas, mais l'absorption de ce niveau-là vers ce niveau-là devient interdite à cause de la répulsion. C'est ce qu'on appelle le blocage, Rydberg blockade en anglais, l'impossibilité d'exciter deux atomes dans le voisinage l'un de l'autre si la distance n'est pas suffisante. Et cette distance de blocage, elle dépend évidemment de l'amplitude du laser. Si le laser devient très puissant, la largeur d'excitation augmente, et donc le rayon de blocage devient plus court. Donc le rayon de blocage dépend de façon inversement, suivant une loi d'inverse proportionnalité, avec la puissance du laser. Alors bon, ça c'est un effet dont vous pouvez penser qu'il est qualitatif et que c'est plutôt quelque chose qui va nous gêner, mais en fait on va voir que c'est quelque chose d'extrêmement utile. Parce que d'abord, première chose qu'on peut remarquer, c'est que le niveau qu'on excite ici, ce n'est pas le premier atome dans R et le deuxième dans G, ou l'autre, c'est en fait une superposition des deux. On excite une superposition dans laquelle l'excitation est répartie de façon symétrique entre les deux atomes. Et vous voyez que ça, c'est de l'intrication. Les deux atomes sont intriqués. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si les deux atomes sont intriqués, ça veut dire qu'en modifiant le montage et en agissant de façon sélective sur chacun des deux atomes, on peut réaliser une porte quantique. Donc le blocage Rydberg, c'est un élément essentiel pour réaliser une porte quantique, et c'est comme ça que ça a été introduit. J'en dirai quelques mots lorsque je citerai les gens qui ont travaillé là-dessus. Donc ce blocage crée de l'intrication et permet de réaliser des portes. Donc il induit une oscillation cohérente entre l'état GG et cet état-là. Une autre propriété intéressante, c'est que le couplage augmente. En fait, si la fréquence de Rabi est oméga avec un seul atome, elle devient oméga racine de 2 avec deux atomes. Pourquoi? Parce que d'abord, on a une amplitude qui est multipliée par 2 parce qu'on a deux termes, et c'est divisé par racine de 2 à cause de la condition de normalisation. Donc en fait, elle augmente comme la racine du nombre de particules. Et tout ce que je vous dis là se généralise au cas où on a plusieurs atomes, pas simplement deux, à l'intérieur d'un rayon de blocage. À ce moment-là, vous ne pourrez exciter dans ce rayon de blocage qu'un seul atome parmi les n atomes qui s'y trouvent. Et lorsque vous les exciterez, vous allez en fait exciter une excitation collective dans laquelle l'atome excité va se répartir, l'amplitude d'excitation va se répartir de façon symétrique entre tous les atomes. Et si vous calculez le couplage, vous voyez maintenant que l'interaction est en oméga racine de n. C'est-à-dire que si vous regardez des portes, vous étudiez des portes qui vont se baser sur cet effet collectif, ces portes vont agir racine de n fois plus vite
qu'une seule porte, et ça peut également être intéressant si on veut fabriquer quelque chose d'utile avec cela. Alors, en fait, ça a été observé, et je décris ici une très belle expérience qui a été faite à l'Institut d'optique. On prépare un doublet d'atomes et on cherche à les exciter tous les deux dans un état de Rydberg en faisant varier la distance entre les atomes et l'amplitude du champ laser qui permet de le faire. Et alors, vous voyez ce qui se passe ici dans deux cas limites. Considérons d'abord la grande distance. Vous mettez par exemple les atomes à 15 microns et vous avez une interaction de Van der Waals qui est petite par rapport à la fréquence de Rabi. À ce moment-là, les atomes interagissent indépendamment l'un de l'autre avec la lumière laser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous calculez la probabilité d'avoir les deux atomes excités, vous allez avoir... Donc, la probabilité d'avoir un seul atome, c'est sinus carré oméga t, c'est l'oscillation de Rabi. Deux atomes, c'est sinus puissance 4 oméga t, puisqu'il faut que les deux atomes soient excités. Et vous voyez qu'effectivement, vous avez la puissance 4 d'une sinusoïde, qui est aussi entre 0 et 1 en principe. Bon, il y a un amortissement lié au phénomène de décohérence. Vous pouvez également mesurer la probabilité pour que l'un des deux atomes soit excité, PRG plus PGR, et là, vous trouvez une oscillation qui va 2 fois plus vite. Pourquoi? Parce que si vous voulez qu'un atome soit excité et l'autre non, ce que vous mesurez, c'est sinus carré oméga t par cosinus carré oméga t, et ça, vous savez que c'est sinus carré de 2 oméga t. Et donc, vous voyez qu'effectivement, l'oscillation va 2 fois plus vite. Alors, comment vous mesurez cette oscillation? C'est la méthode que je vous disais tout à l'heure. Vous interrompez un certain temps, et puis vous regardez ce qui reste dans l'état du bas, par fluorescence, et ce qui est excité, c'est ce qui est parti de l'état du bas. L'autre cas limite, c'est quand la distance entre les atomes est très petite. À ce moment-là, l'interaction de Van der Waals est beaucoup plus grande que oméga, et vous voyez que l'effet de blocage, la probabilité d'exciter les deux atomes est 0, quel que soit le temps. Par contre, la probabilité d'en exciter un aussi entre 0 et 1, entre l'état GG et celui-là, et effectivement, cette fréquence est racine de 2 fois plus élevée que celle-là. Donc on voit vraiment qu'on contrôle très bien tous les paramètres de ce phénomène lorsqu'on n'a que deux atomes. Alors, on peut également observer ce qui se passe dans les deux cas, entre ces deux cas limites. Vous voyez qu'entre ces deux cas limites, lorsqu'on mesure la probabilité d'avoir un atome excité ou deux atomes excités, on a des courbes beaucoup plus chahutées, beaucoup plus compliquées. Pourquoi? Parce que dans la diagonalisation des états d'énergie du système, vous faites intervenir à la fois oméga et l'interaction de Van der Waals. Et ce que vous mesurez, c'est en fait le spectre hamiltonien du système des deux atomes. Et en prenant la transformée de Fourier de ce spectre, on peut remonter à l'interaction de Van der Waals en fonction de la distance des atomes, parce qu'on connaît l'amplitude du champ laser. Et donc, c'est toujours dans ce même papier que je vous résume ici. Voilà la mesure de l'interaction entre deux atomes en fonction de la distance. C'est d'une échelle log-log. Et vous voyez que l'interaction, la pente est 6, moins 6. Vous voyez donc que l'interaction varie très vite avec la distance. C'est toujours la pente moins 6 pour les niveaux 53, 62 et 82D. Et vous voyez que si vous vous fixez à une distance donnée, lorsque vous passez du niveau 53 au niveau 62, l'interaction varie par un ordre de grandeur, alors que n ne varie que de 15 ou 20%. C'est la fameuse loi en n puissance 11 qui est bien vérifiée comme ça. Donc vous voyez, cette expérience met vraiment en évidence le fait qu'on contrôle, dans le cas de deux atomes, de façon extrêmement précise ce qui se passe. Alors maintenant, dans le reste de l'exposé, je vais simplement généraliser ça et montrer comment on peut se servir de cette interaction dipôle-dipôle pour faire de la physique qui ressemble à de la physique de la matière condensée. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez beaucoup d'atomes qui interagissent de cette façon, contrôlés les uns avec les autres? Alors, je commence par décrire une expérience que je vais appeler les cristaux de Rydberg. C'est une expérience qui a été faite il y a une dizaine d'années dans le groupe d'Immanuel Bloch à Munich, à Garching. Elle consiste à piéger des atomes dans un réseau optique constitué par l'interférence entre des faisceaux laser. Vous voyez qu'on avait des faisceaux laser qui se propagent dans direction X et Y, qui forment un réseau périodique à 2 dimensions. Et si on superpose ce réseau à un gaz d'atomes froids, on obtient, on piège dans chacun des pièges de ce réseau, on piège des atomes et on les observe par fluorescence. C'est-à-dire qu'on envoie un faisceau sonde qui est résonnant avec la lumière de résonance et à l'aide d'un microscope à très grande ouverture et qui a donc une très bonne résolution spatiale, on voit des taches qui sont séparées d'une distance de l'ordre de 1 micron et demi, et on sépare bien les atomes un par un. Alors, je vous représente ici ça de façon un peu plus claire ici. Vous voyez que vous avez vraiment un réseau régulier, vous avez un atome par puits.
Alors au centre, on a l'impression qu'il n'y a pas d'atomes. En fait, c'est simplement parce qu'on détecte uniquement la parité du nombre d'atomes. Et en fait, au centre du puits, il y a en fait 2 atomes. Pourquoi? Parce que le système veut aller dans l'état fondamental. Cet ensemble d'atomes est retenu dans un puits de potentiel parabolique, ce qui fait qu'il s'ajoute au potentiel périodique la parabole, qui fait que l'endroit le plus profond, l'endroit où les atomes veulent aller, c'est le centre. Donc si vous avez plus d'atomes qu'il n'y a de puits, les atomes supplémentaires vont aller au centre, ils vont donner 2 atomes par puits, mais on ne les voit pas. On voit un trou. Donc en fait, ça veut dire que tout ce système est parfaitement rempli. C'est ce qu'on appelle un isolant de Mott. En fait, ce système est un système qui obéit à un Hamiltonien bien connu en physique de la matière condensée, qui est le modèle de Hubbard, qui dit que la dynamique des atomes est régie par deux interactions différentes. Le fait qu'ils peuvent sauter d'un puits à l'autre par effet tunnel, et le fait qu'ils se repoussent lorsqu'ils sont dans le même puits. Et donc là, lorsque la barrière tunnel est suffisamment importante, les atomes sont bien localisés, c'est ce qu'on appelle l'isolant de Mott. Si on baissait les barrières de potentiel, le système serait beaucoup plus diffus. Bon, en tout cas, le point important, c'est qu'on a une distribution d'atomes régulière. Ce qu'a fait Immanuel Bloch ensuite, c'est exciter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, exciter ces atomes dans un niveau de Rydberg, et voir ce que le blocage Rydberg va faire. Alors, c'est illustré ici. En fait, chaque atome qui va être excité va avoir une sphère d'exclusion à l'intérieur de laquelle un autre atome ne pourra pas être excité. Et donc, suivant le rapport qui existe entre ce rayon de blocage et le diamètre de l'échantillon, en fait, c'est un disque circulaire, on va pouvoir exciter 1, 2, 3, 4 atomes qui vont se disposer de façon à s'éviter au maximum. Et effectivement, c'est ce qu'on voit. Alors, comment est-ce qu'on détecte? Bien, l'astuce, ça consiste, on prépare les atomes, on ne sait pas combien il y en a dans les airs de Rydberg. Ce qu'on fait, c'est ce que fait les expérimentateurs, c'est qu'ils envoient un faisceau laser qui chasse tous les atomes qui sont restés dans l'état fondamental. Ils les poussent, et ensuite, une impulsion. Ensuite, ce qu'ils font, c'est que ils font descendre des atomes du niveau de Rydberg à l'aide par émission stimulée, et ils observent la fluorescence des atomes retombant à l'état fondamental, l'endroit où ces atomes vont fluorescer en retombant à l'état fondamental. Et ils observent quand l'amplitude du laser est relativement faible, ils observent une situation où il y a 2 atomes, 2 sites qui sont en fait diamétralement opposés sur ce disque, et il y a 2 atomes excités. Si on augmente l'excitation laser, on va diminuer le rayon de blocage, et on va arriver à une situation où il pourra y avoir 3 atomes au sommet d'un triangle équilatéral. Si on continue à augmenter l'intensité laser, le rayon de blocage continue à diminuer, et on va avoir des atomes sur un carré, qui est un peu déformé là, ou ensuite un pentagone. Et vous voyez, mais ce qu'on observe là, c'est vraiment de la physique quantique. Le détecteur, c'est quelque chose qui va mesurer la position des atomes de Rydberg, qui sont en fait dans une superposition d'états. Et donc, à chaque fois qu'on détecte, on va trouver un des membres de cette superposition. On va trouver, par exemple, les 2 atomes comme ça. Mais si on recommence la même expérience, on va trouver les 2 atomes comme ça, puis comme ça. Et donc, on trouve en fait qu'on a un cristal quantique dans lequel les atomes sont dans une superposition de toutes les configurations à 2, 3, 4, 5 atomes. Et pour le montrer, ce qu'ils ont fait, c'est simplement sommer toutes les courbes en déterminant quel est l'axe de symétrie. Par exemple, si on décide d'aligner toutes les courbes sur la direction qui sépare les 2 atomes, on va trouver ça. Si on les aligne sur la médiatrice du triangle équilatéral, on va trouver ça. Sur les diagonales du carré, on va trouver ça, ainsi de suite. Et on peut comparer ça avec le modèle théorique. Vous voyez que donc on fabrique vraiment ces cristaux quantiques de cette façon-là. Mais en fait, ces expériences ont été reprises de façon encore beaucoup plus flexible, de façon beaucoup plus contrôlable, en utilisant ce qu'on appelle des pinces optiques holographiques. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une pince optique unique, on fabrique un réseau de pinces optiques. Et ce réseau de pinces optiques, on peut lui donner la forme qu'on veut en utilisant les propriétés holographiques de la transformation de Fourier en optique. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une distribution de puits de potentiel arbitraire, vous calculez sa transformée de Fourier, et vous imposez au front d'onde du laser d'obéir à cette fonction transformée de Fourier. C'est-à-dire que vous fabriquez un masque qui va, en quelque sorte, sculpter la phase du rayonnement en fonction de sa position.
Et c'est une technologie qui est très voisine de l'optique adaptative en astronomie. Le fait qu'on peut corriger les aberrations, et les fluctuations atmosphériques avec des miroirs qui possèdent qui sont formés de différents éléments, chacun élément exerçant une phase bien définie, appliquant une phase bien définie au système. Alors c'est ce qu'on appelle des SLM, des Spatial Light Modulators, des modulateurs de lumière spatiaux, qui sont réalisés, qui ont des pixels bien isolés. Sur chaque pixel, on applique de façon électronique une tension qui va modifier l'indice de réfraction et donc qui va modifier le déphasage que va produire à la réflexion ce pixel. Et on calcule simplement ce qu'il faut réaliser ici, dans ce masque, de façon à réaliser au foyer des lentilles, qui focalisent très fortement la lumière, la distribution de puits de potentiel que l'on cherche à réaliser. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est extrêmement élégant et astucieux. Et ça conduit à un dispositif expérimental de ce genre. Vous avez un faisceau laser qui couvre un grand nombre de pixels, vous appliquez ces phases, vous focalisez à l'aide d'une lentille asphérique de très courte focale, et ici, vous obtenez la transformée de Fourier de cette distribution au foyer. Et vous voyez que là, par exemple, on a réalisé un réseau carré, et vous vérifiez que les atomes sont piégés dans ce réseau carré par fluorescence. Et vous voyez qu'il y a un puits sur deux qui est occupé, en moyenne, parce que vous avez 0 ou 1 atome par puits. Mais même si vous avez donc un système sur lequel il y a beaucoup de bruit, mais ce que vous pouvez faire ensuite, c'est, à l'aide d'une pince optique, aller ramasser les atomes sur la périphérie et les amener aux endroits où il y a un déficit. Donc c'est vraiment un démon de Maxwell. Vous prenez un système désordonné et vous l'ordonnez parce que vous avez de l'information. La lumière de fluorescence vous fournit de l'information sur l'endroit où vous devez amener les atomes manquants. Et donc des algorithmes extrêmement efficaces qui font ça, en un temps de l'ordre de la milliseconde, on remplit les puits en déficit, en amenant les atomes aux bons endroits, et on peut fabriquer ensuite un réseau qui est pratiquement parfait, assembler une configuration d'atomes de cette façon-là. Alors, quelle est la physique qu'on peut faire avec ça ? Eh bien, chaque atome est un système à deux niveaux, donc on peut considérer chaque atome comme un spin down ou un spin up. Et quel est l'hamiltonien du système ? Ces atomes sont répartis sur un réseau que je considère ici à deux dimensions. Vous avez l'atome I et l'atome J, ils sont à la distance R et J l'un de l'autre. Quel est l'hamiltonien d'interaction de ces deux atomes ? Il dépend de deux paramètres. L'amplitude du champ laser qui réalise le couplage entre les deux niveaux et le désaccord de fréquence delta. Et on peut montrer que ces deux paramètres jouent le rôle dans le système d'un champ transversal à la direction de polarisation des spins et un champ longitudinal dans cette direction. Et l'hamiltonien en question, il a une forme très simple. Le terme de Van der Waals, qui n'est actif que si les sites I et J contiennent un atome dans l'état up. Donc l'interaction de Van der Waals entre les atomes. Vous avez le couplage transversal, qui est proportionnel à la matrice de Pauli sigma x, parce que c'est un terme qui fait osciller l'atome entre I et J à la fréquence oméga. Et vous avez un terme longitudinal, qui est proportionnel au désaccord de fréquence. Donc vous réalisez un hamiltonien qui simule ce qui se passe sur un ensemble de spins qui obéirait à cette interaction de Van der Waals. Alors faites attention, cette interaction, ce n'est pas exactement une interaction magnétique spin-spin, parce qu'elle n'agit que si les deux spins sont up, et elle n'agit pas si les deux spins sont down. Mais c'est quelque chose qui est très relié, et c'est une interaction pratiquement entre plus proches voisins à cause du fait qu'elle décroît en 1 sur R6. Alors, bon, là, je vous rappelle la forme de l'interaction, ce que signifient les hamiltoniens I et J. Tous les paramètres sont contrôlés. Alors, je vous montre simplement ici le résultat d'une expérience qui a été faite dans le groupe de Antoine Brovès à l'Institut d'optique. Antoine Brovès a succédé à Philippe Granger comme directeur de ce groupe, et montrer comment est-ce qu'on peut préparer un milieu antiferromagnétique à partir d'un milieu paramagnétique. Alors, vous formez un réseau, c'est un réseau 14 par 14, qui contient donc près de 200 atomes, 196 atomes sur un réseau régulier. Et vous voyez que si vous étudiez le diagramme des phases de ce système, vous avez une région qui dépend, ici c'est reporté en fonction du désaccord de fréquence et de l'amplitude du champ laser, c'est-à-dire des composantes longitudinales et transversales du champ magnétique fictif. Vous avez une zone
dans laquelle le système va être antiferromagnétique, c'est-à-dire que les atomes vont s'organiser pour que si un atome est up, les atomes autour vont être down, et ainsi de suite. Par contre, si vous êtes à l'extérieur, vous êtes dans une phase paramagnétique où tous les atomes sont dans le même état. En particulier, quand vous partez au départ, tous les atomes sont en bas, donc vous êtes dans la phase paramagnétique. Alors comment est-ce qu'on passe d'une phase à l'autre? On fait évoluer les deux paramètres oméga et delta de façon continue. On commence par partir avec un fort désaccord. Donc les expérimentateurs augmentent oméga, c'est-à-dire qu'ils augmentent l'amplitude de l'interaction qui fait monter dans l'état excité, puis ils maintiennent oméga constant et ils diminuent le désaccord de fréquence, augmentant considérablement la probabilité que les atomes vont être excités et osciller entre les deux états. Et puis quand ils arrivent là, on débranche adiabatiquement la fréquence laser, et puis quand on arrive au point qu'on veut observer, on coupe brusquement l'intensité du laser et on envoie le faisceau de détection. Et on observe ceci. Vous voyez ici, vous n'avez plus qu'un atome sur deux détecté, c'est-à-dire que l'autre est dans l'autre état. Et c'est une phase qui est quasiment parfaite antiferromagnétique. Et il y a des petits défauts. Par exemple, vous voyez ici, il manque un atome là, il y a des défauts. Et en fait, la probabilité pour avoir, si c'était aléatoire, la probabilité pour avoir exactement ce qu'on veut, ce serait 1 sur 2 à la puissance 196. C'est-à-dire que c'est absolument nul, mais il se trouve que la grande majorité des états sont très voisins de l'état antiferromagnétique en question. La même expérience peut être faite. Alors vous voyez ici, théoriquement, ce qu'on attend, c'est avoir les atomes en rouge, les atomes qui sont dans l'état qu'on voit, et en bleu, les atomes qu'on ne voit pas. On peut faire la même chose avec un réseau triangulaire, et là, vous voyez que la phase antiferromagnétique a une forme différente. Ce n'est pas simplement un atome sur deux comme ça. Les atomes que l'on voit sont répartis sur des hexagones, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un atome sur 3 qui est excité, parce que la phase est triangulaire. Et si vous changez les paramètres, vous arrivez à une phase où c'est 2 atomes sur 3 qui sont excités, qui est l'inverse de celle-là. Et ils ont étudié les transitions de phase entre ces différents régimes. Alors là, quand le nombre d'atomes est de l'ordre de la centaine et quand le phénomène physique est relativement simple comme celui-là, ça peut être traité. Il y a des méthodes de calcul très puissantes qui permettent de calculer, de vérifier qu'ils observent vraiment ce que les calculs prévoient. Mais l'espoir, c'est qu'un jour, on arrivera à fabriquer des systèmes qui sont suffisamment grands et suffisamment complexes pour qu'on ne puisse pas le calculer par un ordinateur. Alors, je voudrais simplement terminer par une remarque qui permet de montrer ce qu'il faut faire si on veut aller plus loin. En fait, une des grandes limitations de cette méthode, c'est qu'une fois que l'atome est dans un niveau de Rydberg, il n'obéit plus, il n'est plus piégé. C'est-à-dire qu'on a un temps limité pour faire l'expérience. Le temps pendant lequel on peut faire l'expérience, c'est le temps que les atomes mettent à sortir du piège, c'est-à-dire à se déplacer de quelques microns, et ça, c'est quelques microsecondes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder les interactions sur un temps très long. Et en particulier, si on veut faire de façon précise l'expérience que j'ai montrée sur la diapo précédente, il faut que le passage soit adiabatique, que le système varie de façon adiabatique pour suivre l'état fondamental du système. Or, lorsqu'on augmente le nombre de particules, le gap entre les niveaux décroît, soit en 1 sur une puissance de n, soit même exponentiellement, suivant la forme du réseau. Et donc, ça devient de plus en plus difficile de suivre adiabatiquement le système sur des temps longs. Et une chose qu'il faut faire pour suivre ce système sur des temps longs, c'est que les atomes de Rydberg eux-mêmes soient piégés. Alors, pourquoi est-ce que les atomes ne sont pas dans le piège? Tout simplement parce que lorsque l'atome est dans un état de Rydberg, l'électron est quasiment libre. Et un électron libre, on sait très bien quelle force il subit, c'est ce qu'on appelle une force pondéromotrice, c'est-à-dire qu'il subit un mouvement de vibration proportionnel au carré, dont l'énergie cinétique est proportionnelle au carré du champ électrique et inversement proportionnelle au carré de la fréquence. Cette force pondéromotrice, elle dépend de façon simple de l'amplitude du champ électrique, et vous voyez que c'est une barrière, et ce n'est pas un puits. Donc un atome de Rydberg dans un champ oscillant, il va avoir tendance à s'écouler et à sortir du puits parce que c'est une force anti-piégeante. Donc si on veut piéger les atomes de Rydberg, il faut changer de piège. Il faut avoir un piège pour les atomes dans l'état fondamental et un piège différent pour les atomes dans l'état excité. Et c'est utile parce qu'on veut regarder ce qui se passe sur des temps très longs. Alors ces pièges, ce sont ce qu'on appelle des pièges creux parce que on réalise, c'est le contraire, au minimum de l'énergie, au minimum du champ que les atomes sont piégés, il faut qu'ils soient entourés par une barrière de lumière de tous les côtés. C'est ce qu'on appelle en anglais des bottle beam traps, des espèces de
bouteilles qui piègent à l'intérieur, à l'endroit où le champ est nul, et on peut les réaliser par la méthode holographique. Il suffit de calculer la transformée de Fourier de ce piège, et on peut réaliser donc un masque qui va, au foyer de la lentille, réaliser des petites sphères creuses, en quelque sorte, dans lesquelles les atomes de Rydberg vont être piégés. Alors, je vous donne très rapidement, là, il s'agit d'expériences qui sont faites, que l'on fait dans le groupe de Michel Brune au Collège de France, au LKB, qui consiste à piéger donc des atomes de Rydberg. Alors, vous voyez que c'est un double processus de piégeage. Il faut piéger les états fondamentaux, et on les piège à l'aide d'une pince optique qui est réalisée à l'aide de cet SLM-là. Et puis, il faut piéger les atomes de Rydberg à l'aide d'un autre SLM qui est indiqué ici. Donc, et on doit appliquer successivement ces deux masques aux atomes. Lorsque les atomes sont dans l'état fondamental, c'est la pince optique. Lorsqu'ils montent dans l'état excité, on applique le deuxième piège. Alors, il y a une dernière chose qu'il faut faire. Il y a une autre raison pour laquelle on ne peut pas regarder ce qui se passe sur les temps longs, c'est l'émission spontanée des atomes. Et donc, si les atomes sont sur une orbite elliptique, ils vont sortir de l'état de Rydberg rapidement. Donc, on a intérêt à préparer des atomes circulaires. Donc, l'innovation dans ces expériences, c'est que d'abord, on a deux types de pièges, piéger les fondamentaux et les circulaires, et on doit préparer des circulaires dans le système. C'est fait dans l'intérieur de cette enceinte ultra vide. Et je vous montre simplement la succession des séquences expérimentales, la séquence expérimentale des premières expériences qui ont été faites dans le groupe du Collège de France. D'abord, on réalise un réseau de 18 pièges pour commencer, donc 6 par 3. On montre qu'on a un réseau comme ça à l'aide de la méthode de fluorescence. Donc, on réalise ce réseau, on remplit ce réseau de façon déterministe avec des atomes dans l'état fondamental, puis on les excite à l'aide de lasers dans un état de faible moment angulaire, et à cet instant-là, on change les pièges. On passe du piège de pince optique au piège de Rydberg, et on applique donc le piège de Rydberg, bottle beam trap, pendant un temps dont on fait varier le délai. Et dès le début du piège, on prépare des atomes circulaires dans ce piège. Et alors, pour préparer des atomes circulaires, on utilise la méthode que j'ai décrite très brièvement au départ. On commence par exciter par des lasers dans un état de faible moment angulaire, et puis on applique une succession de champs de radiofréquence qui font monter le moment angulaire jusqu'au moment où on atteint l'état circulaire. On peut vérifier qu'on a un état circulaire en faisant une spectroscopie micro-ondes, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Donc on a des atomes circulaires qui sont piégés pendant un temps indéfini. Et puis quand on veut détecter, on fait l'inverse. On ramène les atomes de l'état circulaire à un état qui se trouve à la base ici du diagramme d'énergie. Et donc on a décircularisé l'atome. À ce moment, au moment où on a décircularisé l'atome, il est dans un état de faible moment angulaire. À ce moment-là, il interagit avec la lumière et on le ramène par émission stimulée dans l'état fondamental. Et on rallume à ce moment-là les pinces optiques et on compte les atomes par fluorescence. Alors, c'est des expériences qui sont en cours, qui ne sont pas encore publiées. Je vous montre simplement sur ce diagramme ce qui se passe en fonction du temps. Donc, on mesure le nombre d'atomes qui sont restés dans le piège en fonction de la durée du délai. Si on n'applique pas de piège, on voit que... Bon, ici, c'est du bruit. Vous voyez que c'est la probabilité de l'ordre d'un millième, un centième. Le signal intéressant est dans cette première région. Vous voyez qu'au bout d'un temps de l'ordre d'une vingtaine de microsecondes, les atomes disparaissent s'il n'y a pas de piège. Si vous mettez un piège, vous voyez que le temps pendant lequel les atomes demeurent piégés s'allonge, il atteint la milliseconde, mais il décroît. Il décroît pourquoi? Parce que c'est à cause de la durée de vie. Les atomes sont circulaires, mais ils sont à la température ordinaire. Et à la température ordinaire, il y a du rayonnement thermique qui induit, qui fait sortir les atomes. Donc il y a une dernière étape qu'il va falloir accomplir, qui est de refroidir tout ça à des températures cryogéniques. Mais avant de faire ça, ils ont fait une dernière chose qui est assez jolie, que je montre sur la diapo suivante, qui sera pratiquement la dernière. On décale légèrement les centres des pièges, du piège des pinces optiques et du piège Bob. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on allume le piège Bob, on prend les atomes de Rydberg qui
sont à l'extrémité du piège initial, donc ils vont avoir une certaine vitesse, une certaine énergie potentielle plus grande qu'au centre du piège. Et lorsqu'on va couper le piège, donc les atomes vont se mettre à osciller, et lorsqu'on va couper, en fonction du moment où on coupe, on va retomber au centre des pièges des pinces optiques ou sur le côté. Et donc en fonction de ce délai, on va avoir plus ou moins d'atomes récupérés. Et donc vous voyez effectivement que la probabilité de redétecter les atomes dans les pinces optiques oscille au cours du temps, et cette oscillation se fait à la fréquence du piège des atomes circulaires. Et on trouve une fréquence de l'ordre de 17 kHz, qui est tout à fait compatible avec tous les ordres de grandeur, amplitude des champs, etc. Donc ça rend les expérimentateurs confiants qu'ils ont un système qu'ils contrôlent bien. Alors où est-ce qu'on en est maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire? Bien, la chose essentielle, ça va être de mettre tout ça dans un cryostat pour refroidir à la température de l'hélium, de façon à augmenter la durée de vie des états circulaires. Donc transfert vers un cryostat à 4K. La durée de vie, on l'attend de l'ordre à ce moment-là de 10 millisecondes, c'est-à-dire un ordre de grandeur de plus. Mais ce n'est pas tout. On peut également complètement inhiber cette longueur d'onde en plaçant le système entre deux miroirs métalliques qui vont couper la fréquence que les atomes voudraient émettre. Donc ce qu'on appelle l'inhibition de l'émission spontanée, qui a déjà été démontrée et qui pourrait amener à des durées de vie allant jusqu'à des minutes sur un atome, c'est-à-dire des durées allant sur plusieurs secondes si on prend un ensemble de 100 atomes. Et donc avec ça, on peut faire des simulations quantiques sur des temps longs. Et donc je conclus simplement en disant que on peut suivre la dynamique d'un grand nombre d'atomes complètement contrôlés, au-delà de ce qu'on peut faire en résolvant une équation de Schrödinger classique. Donc l'idée, c'est d'arriver à un domaine, à un régime où on va pouvoir voir des choses en faisant des structures de pièges plus compliquées, en ayant plus d'atomes, en contrôlant l'interaction et en diminuant le bruit, obtenir des informations sur des phases quantiques que l'on ne pourrait pas obtenir de façon classique, et donc faire vraiment de la simulation quantique intéressante. Alors, je conclus simplement en résumant l'évolution de cette physique pendant ma carrière. Lorsque j'ai commencé, on travaillait sur des échantillons de milliards d'atomes, et on voyait des effets d'ensemble moyens. Petit à petit, on est descendu vers un seul atome, et maintenant, on essaye de remonter vers de grands ensembles, mais la grande nouveauté, c'est qu'on veut contrôler tout. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de façon statistique, on veut vraiment être capable de contrôler les interactions, de mesurer ce qui se passe sur chaque atome, de mesurer des corrélations d'ordre de plus en plus élevé et de plus en plus précises. Alors j'illustre ça, l'époque des pompages optiques de Kastler. Dans une cellule de résonance, on avait peut-être 10 ou 100 milliards d'atomes, et on ne voyait pas les effets. On voyait la fréquence de l'Armor, la résonance magnétique, etc., mais on ne voyait pas les effets quantiques individuels. Le premier signal dans notre physique où on a vu un atome, la fluorescence d'un atome unique, ça a été fait par Peter Toschek en Allemagne en 1978, et donc ça a eu beaucoup de résonance dans notre communauté. Vous voyez ici ce petit point, c'est simplement un atome dans un piège, et vous voyez que ici vous avez la lumière diffusée par les électrodes. Vous avez quelque chose comme 10 puissance 23 atomes ici et un seul atome là. Et vous voyez, la puissance de la physique des lasers, c'est qu'on peut voir un atome en présence d'un nombre gigantesque d'atomes. On peut quand même contrôler un atome. Et ce qu'on fait maintenant, c'est effectivement de passer de ce signal-là à des signaux de ce genre, un grand ensemble d'atomes auxquels on peut s'adresser individuellement et qu'on peut contrôler pour faire ce type de physique. Et bien entendu, tout ça, c'est grâce au laser. Si on n'avait pas eu de laser, tout ça, c'était impossible. C'est grâce au laser, mais c'est aussi grâce à une communauté d'un très grand nombre de personnes qui travaillent sur ces sujets dans le monde et en particulier dans mon groupe de recherche. Donc, je voudrais remercier Jean-Michel Raymond et Michel Brune, avec qui on a fait toute cette expérience de cavité QED avec des atomes de Rydberg. Je voudrais signaler, puisque j'ai parlé beaucoup de blocage, Rydberg blockade, etc., le nom de deux physiciens qui ont joué un rôle important pour reconnaître que le blocage Rydberg pourrait jouer un rôle essentiel dans cette physique. C'est Peter Zoller et Michael Lukin. Peter Zoller à Innsbruck et Michael Lukin à Harvard, et avec très nombreux collaborateurs. Et ils font eux aussi de très belles expériences qui sont comparables à celles que fait Antoine Brouwes à l'Institut d'optique. Je citais également Philippe Grangier et Antoine Brouwers pour les expériences Rydberg de faible moment angulaire, et
la nouvelle génération de physiciens qui travaillent sur le piégeage des circulaires de Rydberg, c'est Clément Serrin, il est le chef du groupe qui fait les dernières expériences dont je vous ai parlé, et Sébastien Glaise, qui fait de très belles expériences aussi en piégeant et en contrôlant les atomes de Rydberg d'une façon différente. Ce qu'il fait, lui, c'est qu'il prend des Rydberg d'alcalinotéreux qui possèdent 2 électrons périphériques. Un électron est porté dans un niveau de Rydberg. Il reste un ion dont le spectre est optique. Et en manipulant, en refroidissant et en piégeant l'atome, en le tenant en quelque sorte par son ion positif, il peut manipuler les atomes et faire des expériences qui sont complémentaires de celles que j'ai décrites. Et donc, il y a évidemment bien d'autres groupes dans le monde. Ce que je voulais dire également, c'est que j'ai orienté toute cette discussion sur l'aspect expérimental, parce que c'est l'aspect que je connais, mais il y a énormément de physique de la matière condensée derrière tout ça, à laquelle je ne connais rien. Et donc, je n'ai pas voulu m'aventurer sur ce terrain. Je pense que les physiciens de la matière condensée ont un champ d'exploration immense. Et il y a une collaboration qui s'installe entre les groupes expérimentaux et les groupes de théoriciens pour essayer de voir quelles sont les directions dans lesquelles ce type de recherche peut avoir un intérêt pour les uns et pour les autres. Donc je vais m'arrêter là et je vous remercie, j'ai été un peu long.